Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est un petit livre qui m'a donné l'idée de cette émission. Il est signé d'Hélène Keul et s'intitule « Un tour d'avance, les premières pages de la légende » édité par les amis d'Alfredo Müller. Il parle, ce petit livre, d'un de ceux qu'on pourrait classer dans la catégorie des forçats de la route. C'était justement en 1924, il y a 100 ans, qu'Albert Londres avait inventé cette expression, les forçats de la route. Il s'appelait Rodolfo Müller et il a été l'un des pionniers du Tour de France. Rodolfo Müller est en effet le seul Italien à participer à ce Tour 1903. Première grande boucle, 2400 km jalonnés de seulement 6 étapes, assez longues chacune. Les participants trouvaient le temps de pause pour se restaurer et dormir. Sur 80 inscrits, 60 étaient au départ et seulement 21, j'ai bien dit 21 coureurs à l'arrivée. On en avait perdu les 2 tiers. Parmi les compétiteurs, des Français en très grande majorité, mais aussi des Suisses, des Allemands, des Néerlandais et donc un Italien qui était né en 1876 à Livourne et qui était le 4e enfant, le second fils d'Eduardo et Eugenia Müller. Ce sont des Suisses, Eduardo et Eugenia Müller. Ils ont la citoyenneté suisse. Ils appartiennent à la société internationale installée de longue date dans ce port de Toscane, à Livourne. Le frère aîné Alfredo sera donc peintre et graveur. Les parents tiennent une maison de commerce prospère, mais le nationalisme qui va suivre l'unité italienne fait chavirer toute la vie économique de Livourne, qui repose sur la présence étrangère, très encouragée jusque-là par les grands-ducs de Toscane. Bref, la famille Müller fait partie de toutes celles qui vont être ruinées à Livourne. Et c'est cette faillite qui va les pousser à émigrer vers Paris en 1895. Et inutile de vous dire que quand ils arrivent à Paris, ils sont un peu sans le sou. Cela dit, Rodolfo est pugnace, il met ses capacités athlétiques à profit, ce qui lui ouvre les portes du milieu sportif parisien. Il n'a pas 20 ans à l'époque, mais il rapporte d'Italie des bagages sportifs, si je puis dire. Il a pratiqué la natation, l'aviron, le patinage, même le Grand-Bi. Le Grand-Bi, vous savez, c'est cette espèce de bicyclette qui possède une énorme roue avant, une roue d'un très grand diamètre, et puis une beaucoup plus petite roue à l'arrière. Vous avez compris que déjà, sa passion à lui, c'est le vélo. Et voilà comment il va se trouver emporté, si je puis dire, dans l'aventure du premier Tour de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ce premier Tour de France, à l'origine, c'est une idée de génie. Il y a au départ l'affaire Dreyfus, on est à la fin du 19e siècle. Le premier quotidien sportif s'appelle Le Vélo et il a pour rédacteur en chef un Dreyfusard convaincu qui s'appelle Pierre Giffard. Or, les industriels du cyclisme et de l'automobile à l'époque, et qui sont les pourvoyeurs des publicités dans les journaux, ces industriels ne sont pas contents de ce positionnement favorable au capitaine Dreyfus. La plupart d'entre eux sont des anti-Dreyfusards. Et ils vont créer un journal concurrent qui s'appelle l'Auto-Vélo, dont la direction est confiée à Henri Desgranges. Henri Desgranges est un ancien coureur cycliste, directeur du Vélodrome du Parc des Princes, dont il est le propriétaire. S'ensuit toute une affaire judiciaire, puisque le vélo accuse l'Auto-Vélo d'usurper le titre. Le journal, d'ailleurs, l'Auto-Vélo, va être condamné par la justice, obligé de juste s'appeler l'Auto. Et les débuts de ce nouveau quotidien, vous pouvez l'imaginer, sont assez difficiles. C'est pour muscler les ventes, c'est pour muscler l'intérêt que le public pourrait porter à ce nouveau journal qu'Henri Desgranges va solliciter un certain nombre d'idées de la part de ses collaborateurs. Il leur demande d'imaginer une course qui serait capable de dépasser la notoriété des courses qui sont déjà organisées par le journal Le Vélo. Et c'est à ce moment-là qu'un journaliste, il s'appelle Géo Lefebvre, propose la création d'une course qui ferait tout le tour du pays. On est donc en janvier 1903 à l'époque, c'est en janvier 1903 que la nouvelle est imprimée dans le journal. La une du quotidien promet, je cite, « la plus grande épreuve cycliste jamais organisée ». Si les anti-Dreyfusards ont donc perdu la bataille judiciaire, ils vont essayer de gagner la bataille populaire, si je puis dire, avec cette épreuve qui déjà va tout de suite susciter dans la population un grand engouement. Et pour préparer le parcours, il faut
le reconnaître, le baliser un petit peu. C'est là que va intervenir notre héros italien du jour, le fameux Rodolfo Müller. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que Rodolfo, qui se fait appeler Rodolphe d'ailleurs depuis que sa famille vient de s'installer à Paris, Rodolphe est collaborateur du journal Lotto. Et je vous l'ai dit, il est très sportif, c'est déjà un champion de cyclisme. Il a des jambes, il a aussi une plume. Dès que l'idée du Tour a germé, il lui a paru tout à fait naturel de proposer ses services. En 1903, quand les premières lignes de l'histoire du Tour de France sont en train de s'écrire, on peut dire que Rodolfo Müller est déjà un champion reconnu dans le petit monde du cyclisme. Et il entretient de surcroît des amitiés dans le monde de la presse sportive grâce à son implication dans ce milieu et dans le journal Lotto. Il a des amis qui sont des signatures de cette presse sportive. Et quand Géo Lefebvre convainc donc Henri Desgranges d'organiser ce Tour de France cycliste, eh bien, Rodolfo se précipite pour explorer le parcours. Il le fait même une première fois à motocyclette en février. Vous imaginez, entre parenthèses, tout ce que cela peut avoir de nouveau à l'époque. Nous, aujourd'hui, on dit oui, bon, d'accord, il repère le Tour à moto. Mais on est en train d'imaginer une course qui n'avait jamais eu lieu. On utilise pour la repérer un engin qui vient d'être inventé. Bref. C'est le patron de la marque La Foudre qui a procuré à Rodolphe la bécane en question. Le parcours peut être défini, mais il y a quand même encore du travail, il faut motiver les concurrents. Et puis, il y a un public qui commence mollement à s'intéresser à cette grande affaire et qui se massera bientôt sur le bord des routes. C'est donc notre Rodolfo qui se charge d'un tour préliminaire dans les conditions que les concurrents connaîtront seulement quelques semaines plus tard. Le samedi 6 juin, il enfourche une bicyclette à catène à changement de vitesse, la bicyclette. C'est-à-dire que la transmission ne s'effectue pas par une chaîne, mais par un système d'engrenage. C'est la marque américaine Columbia qui a mis ça au point. Et c'est le directeur de la marque en personne qui a mis la bicyclette en question. Enfin, si on tentait qu'on puisse appeler ça une bicyclette. Bicyclette à catène à changement de vitesse. Donc, c'est lui qui a mis la bicyclette à la disposition de Rodolphe. Il a promis à Géo Lefebvre une chronique étayée de chaque étape, notre Rodolphe. Ça pourra en plus être publié dans le journal, ça commencera à faire monter un peu l'intérêt du public. La réputation de l'épreuve est encore à faire auprès non seulement du public, mais des sportifs eux-mêmes. Et c'est donc parti pour 2400 km à vélo. Il va falloir 3 semaines pour le faire, une vingtaine de jours. Rodolfo Müller devient le 6 juin donc de cette année 1903, on peut le dire, l'éclaireur du Tour. C'est émouvant ça quand vous voyez toutes ces dizaines et dizaines de cyclistes qui maintenant chaque année depuis plus de 120 ans se lancent sur les routes du Tour, d'imaginer qu'il y a eu un tout premier éclaireur. Et c'était Rodolfo Müller qui tient sa promesse. À chaque étape, il envoie un texte comme prévu à Paris, avec des notes techniques et pratiques qui vont être utiles aux coureurs. On explique quelles sont les bifurcations à prendre, les lieux de halte qu'on peut privilégier, quels sont les pourcentages des côtes les plus marquantes, les passages pavés qui peuvent être douloureux. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, un grand nombre de routes sont encore pavées. Et puis les caniveaux qu'il faut éviter, ou même les routes où des chiens pourraient se jeter dans les roues parce qu'il y a à côté des cours où l'on ne sait pas tenir les animaux, etc., etc. Ces chroniques sont truffées d'anecdotes assez amusantes sur les rencontres que Rodolphe a pu faire et un certain nombre de passages nous parlent aussi de la beauté des paysages et du patrimoine. Inutile de vous dire que ça me parle. Bref, avant que le Tour ne soit lancé, le public, grâce au reportage, si je puis dire, grâce au repérage de Rodolfo Müller, le public est très intéressé. Ces 5 récits, donc, ils sont compilés aujourd'hui dans ce petit ouvrage dont je vous parlais, sous la direction d'Hélène Kuhl, qui dirige les amis d'Alfredo Müller, par ailleurs, et qui a mené ce travail pour perpétuer la mémoire du frère aîné de Rodolfo, Alfredo Müller, qui est un peintre, bien sûr. Ces récits permettent de se rendre compte qu'une épreuve comme celle-là, à cette époque, relevait d'un courage incroyable. Les vélos étaient plus lourds, on l'a souvent dit, les routes étaient incomparablement plus mauvaises, la sécurité n'existait pas. Bref, tout ça, c'était des balbutiements. Faire 2 fois le parcours
à un mois d'écart, avec 2 vélos différents, l'un donc américain à engrenage, je vous l'ai dit, l'autre français, avec une chaîne. Tout ça paraît presque insurmontable. Et pourtant, Rodolfo Müller, qui est un athlète prodigieux, a réussi à le surmonter. Pour la petite histoire, on peut dire aussi que c'est la première et la dernière fois qu'il participera au Tour de France, puisqu'il ne retrouvera la grande boucle que dans les années 30, mais en tant que commissaire du Tour. La première étape relie donc Paris à Lyon. C'est pas une petite étape, 467 km. Rodolfo l'effectue du 6 au 8 juin, en passant par Briare dans le Loiret. Je le cite, tiens. Me voilà parti à Briare. J'ai parcouru 120 km seulement, c'est bien maigre pour un aspirant à la victoire dans le Tour de France. Et puis, à Melun, à Fontainebleau, j'ai trop d'amis. Et les amis, c'est comme les mauvais pavés, ça retarde toujours. Ah, les routes sont superbes, c'est ce qu'écrit Rodolfo, qui note au passage tout ce dont il faut se méfier sur la route. Quand ça commence à monter un peu trop fort, et il le dit, c'est le cas dans l'Allier, connu pour sa montagne bourbonnaise, dans la Loire. Il y a des coteaux près de Roanne. On n'est pas encore dans les montagnes qui apparaîtront plus tard sur le Tour de France, mais enfin déjà des côtes, toujours des côtes, écrit-il, jusqu'à l'écœurement. De Lyon à Marseille, il décrit des ascensions horribles près de Saint-Étienne. On reconnaît les monts du Pilat, puis c'est l'Ardèche, la Drôme, avec des routes cette fois excellentes jusqu'à la Provence, jusqu'à Aix et Marseille. Troisième étape, on part de Marseille pour aller à Toulouse. Et notre éclaireur reconnaît une portion qui sera pour lui la plus belle du parcours, entre Salon et Arles. 40 km sur une route sans tournant. Il est pris d'admiration, une route romaine, ai-je besoin de le dire. Il est pris d'admiration ensuite pour Nîmes et les arènes antiques, évidemment. Il loue l'accueil qu'il reçoit à Carcassonne, qu'il considère comme le meilleur accueil depuis le début de sa pérégrination. De Toulouse à Bordeaux en passant par Agen, il décrit une étape assez facile, la moins longue des 6. Il la surnomme le Paris-Roubaix du Tour de France. C'est bizarre comme appellation. Quand on connaît la protée de la course Paris-Roubaix aujourd'hui et qu'on la surnomme l'enfer du Nord, c'est curieux de lire ces lignes sous la plume de Rodolfo, qui se méfie quand même du vent d'ouest, qui peut être gênant dans ces contrées, dit-il. À Bordeaux, il imagine un sprint massif dans le Vélodrome. À ce moment-là, ce ne seront ni les côtes ni la poussière que nous redouterons, mais l'angoisse d'être battu d'une roue après 268 km. C'est assez bien vu. Le parcours, à ses yeux, n'a pas grand-chose de notable entre Bordeaux et Nantes. La dernière étape qui relie Nantes à Paris en passant par Angers offre un panorama saisissant sur les châteaux des bords de Loire, ces grandes masses féodales, image qui marque Rodolfo Müller. Après Ancenis, il décrit des montagnes russes qu'il convient de redouter, et puis on se dirige doucement vers Angers, où il est encore une fois amicalement reçu. Il ne faut pas oublier qu'Angers, c'est le berceau du cyclisme, c'est un peu la ville de tous les champions d'antan, parce que c'est là qu'a été organisée la toute première compétition cycliste en territoire français. La dernière des difficultés, ce sera une côte terrible, dit-il, à la sortie de Blois. Quelques jours seulement après son arrivée à Paris, après avoir fait donc magnifiquement ce travail de traceur, d'éclaireur, Rodolfo Müller remonte en selle pour la vraie compétition qui va commencer le 1er juillet à Montgeron. On vous a raconté ça un nombre incalculable de fois, bien sûr, Montgeron, au sud de Paris, l'auberge du réveil matin, bref. Pour rappel, un coureur avait déjà effectué le Tour de France en solitaire. Il s'agissait de Théodore Joyeux, qui était connu comme le coiffeur de Castillonnès. C'était en 1895, mais c'était tout à fait individuel. Ce n'était pas une compétition à l'époque. Alors, qui sont les concurrents, là, en 1903 ? Il y a des boulangers, des bouchers, des coiffeurs, des forgerons qui sont venus monter à la capitale, comme on dit, pour se frotter à cette nouvelle épreuve qui intéresse déjà le public. Henri Desgranges, le patron de la course, décrit tous ces gamins moustachus qui sont sur leur gros vélo comme des inconscients. Il les décrit comme de rudes semeurs d'énergie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il est là, Rodolfo Müller, qui a déjà fait le tour une première fois et qui est de nouveau au départ. C'est assez incroyable ce qui se passe. Il a le brassard 33
C'est un des favoris, évidemment, puisqu'en plus il a bien repéré les lieux, lui, forcément. Il terminera la course au pied du podium à la 4e place le 20 juillet 1903 au Parc des Princes, où à l'époque avait lieu l'arrivée. Il se présente sur le vélodrome toujours affublé de son petit veston gris. Toute sa famille est là pour l'accueillir et on peut dire qu'avec ces 2 tours, il a accompli un exploit puisque ça fait en 2 mois 4800 km. Il a, comme disent les cyclistes, 4800 km dans les pattes. Le premier gagnant de l'épreuve, est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler, c'était Maurice Garin, un Français d'origine italienne, tiens donc. Voici ce qu'écrit notre champion Rodolfo. Si Achille fut trempé dans le Styx pour le rendre invulnérable, dans quel torrent m'a-t-on trempé pour être une vie entière vouée au sport? Oui, toute sa vie, il aura baigné dans le sport de haut niveau. Il s'est même essayé à la course à pied à partir de 1916. Le vélo, c'est sa discipline fétiche et l'amour de sa vie, d'une certaine façon. Avant ce fameux Tour de France, il avait quand même grimpé le Tourmalet, je ne vous ai pas dit ça. Un col pyrénéen appelé à faire Florès, bien entendu. Et il l'avait monté 2 fois dans la même journée. Je dois à la pratique constante du sport et aux lois qui s'y rattachent, à sa discipline, une santé parfaite. Et par là, la vie ne fut une très longue jeunesse, tout à l'enthousiasme et à la grande joie de vivre. Il écrira ça en 1945. Si quelqu'un doute encore de la pertinence de la pratique physique sur la bonne santé, Rodolfo Müller nous ôte tous les doutes. Et je me cite et me vise particulièrement en disant ça. Il continue, Rodolfo, en disant « Je fais un vœu. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi jusqu'à la mort bienheureuse. Alors l'âme libérée de l'affligeante matière prendra son merveilleux envol vers de plus calmes splendeurs. » C'est tout ce qu'on a pu lui souhaiter lorsqu'il est mort à son domicile parisien en 1947. On peut dire qu'aujourd'hui, la boucle est bouclée, si vous me passez ce petit jeu de mots. L'Italie et la Toscane vont accueillir donc pour la première fois un départ du Tour de France, 111 éditions après qu'un Italien avait écrit l'une des plus belles pages de la légende du Tour. J'aurai peut-être demain, et j'espère que vous aurez aussi, une pensée pour Rodolfo Müller. Vous écoutez Radio Classique.